Mamie Vapote vient encore de dégainer le 49.3. C'est une fuite en avant permanente. On arrive à une inversion complète des valeurs. On est dans une impasse politique totale. Quand on empêche les gens de discuter, et ben derrière les gens vont dans la rue. Ils veulent remplacer la France. La France est le pays le plus attractif. Rire. Voilà, normalement. Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. C'est terrible, la prochaine catastrophe qui arrive, le prochain complot d'Ursula et Albert Bourla. Ah oui, je l'ai dit hier sur les réseaux. Cherchez à qui profite le crime. Ça fait je sais pas combien de temps que je sonne du tocsin. Il faut rendre la parole au peuple. Le peuple, c'est le souverain. Il faut arrêter de baisser les bras en disant que tout est terminé. Retrouvons la volonté, retrouvons l'intelligence. Imaginons the people. C'est l'heure du sonneur. Et pour notre sonneur, évidemment, j'accueille Alexandre Langlois et Régis de Castelnau. Bonjour Alexandre Langlois. Bonjour Clémence. Et merci d'être avec nous, ancien policier, toujours auteur de L'ennemi de l'intérieur, dérive et dysfonctionnement de la police nationale aux éditions Talma et de Essayer la démocratie au bal masqué de la Macronie aux éditions Talma. Et Régis de Castelnau, bonjour. Bonjour Clémence. Avocat à la Cour, auteur du blog Vue du droit et auteur de ce livre Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Alors nous avons travaillé tous les trois, chers auditeurs, vous le savez comment ça fonctionne. Nous avons travaillé et envoyé des sujets hier et même dans les jours d'avant. Et voilà, dans les nombreux sujets que nous avons retenus, eh bien évidemment cette dernière actualité, le policier à l'origine de la mort de Nahel, vous savez, a été remis en liberté mercredi dernier et placé désormais sous contrôle judiciaire. Je pense, Alexandre Langlois, que vous avez des choses à dire sur ce sujet. C'est une bonne nouvelle déjà, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent où des gens sont remis en liberté tout de suite. Là, ça fait 5 mois qu'il était en détention provisoire, donc il était temps qu'il ressorte, parce qu'en fait, effectivement, il n'y avait plus de raison qu'il y soit. Un policier a toutes les garanties de représentation. Effectivement, au début, il peut y avoir des ententes entre témoins et pour protéger les preuves, mais enfin ça, c'est les premiers jours de l'enquête, éventuellement. Et encore, on peut l'assigner à résidence ou le mettre, je veux dire, comme ça peut être fait pour d'autres personnes. Donc là, le message, surtout que sur ce cas-là, en plus particulièrement pour Nahel, écoutez, dans ce drame, en fait, c'est qu'on ne sait toujours pas au final si la justice va vraiment un travail de fond à faire pour savoir si le policier a agi en légitime défense, à un cadre légal, pas légal, etc. Donc pour le moment, cette affaire est très floue et le fait de le garder en détention provisoire déjà faisait qu'accentuer les prises de parole gouvernementales qui étaient de la présomption de culpabilité de ce policier, qui est peut-être coupable au final, mais pour le moment, dans cette situation-là à Nanterre, on n'en sait toujours rien. Ce qui n'exclut rien au drame de la mort de quelqu'un, mais n'empêche que c'est pas pour autant de briser d'une vie de quelqu'un d'autre qui n'a peut-être rien fait. Donc voilà. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et la question, c'est pourquoi ça prend autant de temps pour un policier, alors que par exemple pour Alexandre Benalla, ça a pris une semaine. Pour d'autres personnes, ça a pris beaucoup moins de temps. Oui, voilà. On peut comparer d'ailleurs dans l'autre sens, un policier qui a été traîné au sol à Nantes. Eh bien, le chauffeur de la voiture volée a été condamné seulement à 35 heures, c'est ça, de travaux d'intérêt général. Donc évidemment, là, on peut se dire, il y a des décalages quand même importants. Et sur l'affaire de Nantes, en plus, le 35 heures d'intérêt général, ça ne fait que renforcer aussi comment les politiques traitent la police depuis des années. C'est-à-dire de punching ball. On peut taper un policier, on peut le tuer éventuellement, on peut en faire plein de choses sans pour autant être tellement inquiété derrière. Et en fait, c'est là où on joue, les politiques jouent, ils arment les policiers pour qu'ils puissent se défendre en disant, si vous vous êtes mis en danger, c'est de votre faute parce qu'on vous a donné les armes de vous défendre. Et inversement, les gens disent, oui, vous êtes armés, donc on peut y aller. Alors qu'il y a quand même des politiques qui seraient quand même beaucoup plus drastiques. En Angleterre, quand on touche un policier, ils sont pas armés pour le coup, mais quand on touche un policier, derrière les peines de prison, elles tombent. Donc en fait, c'est pour ça qu'aussi il y a une sacralisation. Donc savoir, en fait, en France, on nage entre deux techniques qui ne sont pas satisfaisantes, plutôt que de trancher en disant, si un policier est armé qui fait usage de son arme, il sera défendu jusqu'au bout parce que on présume qu'il a fait usage de son arme de façon légale. Ou alors, d'autre côté, on déséquipe un peu les policiers, mais dès qu'on touche un policier, les gens partent en prison et on les revoit plus pendant des années. Et nous, on a choisi quelque chose de peu satisfaisant parce qu'au final, à chaque fois, c'est le policier qui est perdant. Soit il fait usage de son arme et il va être embêté et pour toutes les raisons en disant c'est de sa faute, soit il va pas se défendre et puis dans ce cas-là, c'est lui qui va être en danger tout seul également et sa vie et son intégrité. Donc à chaque fois, pour le moment, en France, le politique a décidé que le policier serait perdant dans tous les cas et que les délinquants pourraient être protégés dans tous les cas, ce qui est quand même dramatique. Ouais. Alors, on va donner la parole à Régis de Castelnau. Je pense qu'il y a aussi des choses à dire sur le sujet, mais d'abord, vous annoncez que ça y est, on a passé les 60 000 abonnés ici en direct.
Merci à vous tous, merci d'être toujours plus nombreux, de continuer à nous soutenir, merci de mettre des cœurs, n'hésitez pas là d'ailleurs, mettez des pouces justement pour qu'on voit, pour que ça va se monter, pour qu'on voit à quel point eh bien cette matinale fonctionne bien et tout ça c'est grâce à vous. Vous savez, on a eu des problèmes techniques depuis le début, on déménage à la fin de la semaine, on va régler tout ça, mais grâce à vous, grâce à votre soutien, on continue de monter en puissance et ça très très vite. Donc écoutez, merci à vous tous et je me retourne vers vous, Régis de Castelnau. On va pas ouvrir tout de suite la bouteille de champagne, mais dans quelques instants. Non, mais parce que, alors je vous révèle, la dernière fois on était déjà un peu dans l'intimité de Régis de Castelnau parce qu'on a entendu le nom de ses chiens, etc. Cette fois-ci, je vous révèle une chose, je sais pas si vous allez m'en vouloir, Régis. Et Régis adore le camembert champagne. Ça, sachez-le, si vous voulez faire plaisir un jour à Régis, à l'inviter, faut ouvrir du champagne et une boîte de camembert. Et moi, je recommande encore plus ce camembert aux pommes. Mais bon, voilà, ça c'est perso. Alors, effectivement, le camembert, c'est le meilleur fromage du monde, ça c'est tout à fait incontestable. Je suis très grand amateur de fromage et j'ai un peu tout essayé pour voir qu'est-ce qu'il fallait. Alors, je déconseille le rouge parce que les tanins du rouge et la force du camembert s'affrontent, donc c'est pas une bonne idée. Le cidre évidemment, et puis Oui. un jour j'ai essayé le champagne. Et ça va magnifiquement. Je suis d'accord. Donc voilà. Oui. C'était donc c'est là que je me suis rendu compte que Régis était un très bon avocat, vous voyez. Quand on a eu cette conversation un jour, je me suis dit, ah oui, là, c'est vraiment le meilleur de tous. Alors, sinon, oui, sur le on avait un policier sujet, en fait, oui. remis en liberté, je trouve que cette détention était un pur scandale. Pourquoi? Alors, les premiers jours, il y a eu les émeutes. C'était une décision politique que je pouvais comprendre. Fallait pas le dire, hein, parce que si vous voulez, le trouble à l'ordre public n'est pas un critère pour justifier la détention. Ce policier avait toutes les garanties de représentation et il y avait beaucoup de choses à faire. Et il était tout à fait possible de faire un contrôle judiciaire pour empêcher la concertation. C'était pas compliqué, hein. Je rappelle que c'est ce qui avait été fait avec Benalla. Benalla et son partenaire là qui avait été Vincent Kras, oui. Voilà. Et c'était interdit de se rencontrer. Et puis on a constaté qu'ils se rencontraient tranquillement. Donc savez-vous comment ils ont été convoqués par les juges d'instruction et on avait trouvé intelligent de les faire attendre dans la même pièce. Hein. Ah oui. Bon, et puis on a vu qu'ils se concertaient, donc ils ont été mis en détention tous les deux. Non, mais la chambre d'instruction s'est réunie en urgence dans les 8 jours. Bon, le malheureux policier de l'affaire Naël, si vous voulez, c'est une décision politique. Dans un premier temps, je peux la comprendre. Mais après, il fallait rapidement prendre une décision de mise en liberté en respect des principes. Moi, je ne sais pas quelle sera la situation au final de cette affaire, quels seront les éléments permettant d'entrer en voie de condamnation, d'aller vers la relaxe, je ne sais pas, mais il n'avait rien à faire en prison. Et 5 mois, c'est très long. C'est très long, je suis tout à fait désolé. Hein, c'est une épreuve considérable pour un policier qui, jusqu'à ce moment-là, avait donné satisfaction. Oui, alors. J'ajoute également qu'il y a une raison, excusez-moi Clémence, il y a une autre raison. C'est que on a mis comment dire, vous savez, cette détention, normalement préventive, hein, le nombre de décisions que j'ai connues où, à la fin, on condamne pour couvrir la détention préventive. C'est comme ça. Donc, on voulait faire arriver cette affaire à l'audience, quand je ne sais pas, avec ce préalable qui pèsera lourdement sur la décision finale, qui sera, comme la décision de mise en détention, une décision politique. C'est tout. Je suis désolé. Cette affaire avait une dimension politique. Il n'est pas normal que la justice vienne sur ce terrain-là et prenne des décisions politiques. Ces 5 mois de détention étaient inutiles, étaient une violation des principes. Je prends pas la défense du policier là. Hein. Je prends la défense de nos principes. Voilà. Oui, bien sûr, qui est donc une défense d'intérêt général finalement. Alors je voudrais, excusez-moi Clémence, je prends le crachoir toujours trop longtemps. C'est pas ce matin, j'ai consommé du café, pas encore de champagne avec mon camembert. Mais la décision de Nantes. La décision de Nantes, j'ai trouvé ça tellement étonnant que d'abord voiture volée et ensuite le policier traîné sur plusieurs mètres. En fait, c'est que le jeune, c'est un mineur. Alors la décision nous dit c'est réinsérer, hein, à vraiment emprunter un parcours visant à le sortir de cette dérive. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est l'argument qui a été donné. Donc une peine de prison aurait été
aurait été le moyen d'entraver cette réinsertion. Les 35 heures d'intérêt général, c'est une blague. Ouais, On lui aurait mis 1 an de prison avec sursis, éventuellement. Hein, pourquoi pas? Je pense que symboliquement, ça aurait été mieux. L'effet sur l'opinion publique de cette décision, toute la presse en est pleine, les réseaux, je vous dis pas, est catastrophique. Catastrophique. Il faudrait que les magistrats réfléchissent de temps en temps à voir plus loin que le bout de leur nez. Hein. Oui. Juste une petite question, Alexandre Langlois, pour rester sur ce sujet du policier placé sous contrôle judiciaire, donc libéré. Mais malgré tout, à votre avis, dans quel état d'esprit il doit être là? Il doit être complètement dégoûté quand même. Je pense que oui, parce que déjà, quand un policier fait usage de son arme, quelle que soit la situation, il est déjà en train de se poser des questions. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement de choses, et ce qu'on a pu voir en plus ici, c'est que les lois sur la légitime défense pour les policiers, il y avait du flou avant, et Bernard Cazeneuve a encore rajouté du flou. Ce qui veut dire qu'en fait, les policiers sont juste paralysés parce que le droit n'est pas carré derrière. Ils ne sont pas en sécurité, Ce qui veut dire qu'ils se disent, on a quelques fractions de secondes pour prendre une décision sur le terrain, et après ils se disent, bah voilà, maintenant je suis jugé par des gens, et là encore plus là dans un procès politique, où ce qui est juste n'a plus rien à voir. Donc en fait, c'est quand même quelque chose d'écœurant de gens qui se sont donnés pour la nation, qui décide de se mettre au service de l'intérêt général, et encore plus vu l'âge qu'il avait, parce qu'encore les derniers concours, il y a des gens qui rentrent parce qu'il faut manger, donc qui sont pris à 5 de moyenne en disant bah moi j'ai besoin d'un job avec le contexte difficile, je vais faire policier, comme ils auraient fait postier, qu'ils auraient fait d'autres métiers. Mais là c'était quelqu'un qui a priori à l'époque qui était rentré par vocation. Donc quand on a sa vocation, que derrière l'État qui était censé servir l'intérêt général nous trahit, c'est compliqué en plus. Et en plus, 5 mois de prison pour un policier, c'est aussi très compliqué parce que les autres détenus savent qu'il y a un policier parmi eux. Donc là, c'est pas facile non plus. Donc même s'il y a des aménagements, ça reste quand même difficile. Donc en fait, toute cette situation n'est pas facile psychologiquement. Et derrière ce que disait Régis, c'est que souvent les décisions de justice vont tomber pour dire que il y aura 5 mois de prison pour justifier que l'État n'ait pas remboursé les 5 mois de prison provisoire. Donc c'est derrière les choses sont déjà quasiment jouées. Donc ça veut dire c'est jusqu'au bout qu'on va lui casser les pieds pour quelque chose qu'il a peut-être fait ou pas fait, mais en tous les cas qui n'aura pas été sur le début de cette affaire prise sur quelque chose de juste. Voilà, peut-être de légal, et encore comme Régis l'a expliqué, on est surtout sur quelque chose de politique. Ouais. Alors, on va changer de sujet. Là, cette fois-ci, c'est vous, Alexandre Langlois, qui nous avez orienté sur ce sujet, sur les déclarations du ministre de l'Intérieur concernant l'augmentation des actes antisémites. Je crois qu'on est à 1500 aujourd'hui. Eh bien, il y a eu des réactions intéressantes à ce sujet. D'abord, l'imam de la Grande Mosquée de Paris, Delali Mamoun, qui était interrogé par Apolline de Malherbe le 14 novembre dernier sur RMC, et qui explique que lui, il ne sait pas vraiment où sont ces actes antisémites. En tout cas, ils ne sont pas publiés au grand jour, et il demande justement, il sous-entend qu'il y a un flou. Écoutez-le. Mais les Juifs ne sont pas les seules victimes aujourd'hui, et c'est le ministère de l'Intérieur qui le dit, ce sont les actes antisémites qui prennent les Juifs pour cible, qui explosent. Il y a 1240 actes qui ont été dénombrés par le ministère de l'Intérieur. Parlons-en de ces actes antisémites. Pourquoi on n'en parle pas à la télé ? Moi, j'aimerais bien. Écoutez, je comprends pas ce que vous voulez dire. Où sont ces 1200 et quelques actes antisémites qu'il y a en France ? Pourquoi moi, j'aimerais bien qu'on les dévoile pour que nous puissions être véritablement solidaires et sensibles à cette question. Vous laissez entendre que les chiffres, sont gonflés ou qu'ils sont faux, mais elles sont pas dévoilées, ils sont pas apparents. Moi, j'aurais voulu qu'on dise voilà, telle synagogue a été profanée, tel cimetière a été profané, tel individu de confession juive a été agressé ou a subi des menaces verbales. Mais attendez, on va rentrer dans le détail, mais je voudrais quand même comprendre. Ça veut dire que globalement, vous avez un doute. Non, je dis pas ça. Je dis simplement vous dites ça quand même, pour que les musulmans de France soient sensibles à cette question, nous ne nous contentons pas de chiffres qui sont alors ne diffusés. Nous contentons pas de ne nous contentons pas de chiffres qui sont diffusés, ils ne sont pas dévoilés. Et puis alors, autre élément intéressant, ça c'était sur le plateau de Morandini, Jérôme Dubu, conseiller LREM de Paris, qui a dit qu'il avait vu les mains courantes, lu les mains courantes sur ces actes antisémites, et il est repris par l'avocat Fabrice Divisio. Écoutez ça également. Vous avez dit qu'effectivement vous avez eu accès aux mains courantes déposées à la police ? Oui. C'est ça ? Oui. C'est pas possible, monsieur, elles sont confidentielles, les mains courantes. Pas du tout. Mais pas du tout. Monsieur, pardonnez-moi, j'ai peut-être sous les yeux.
Voilà, 2 sujets qui se rejoignent finalement sur ces actes antisémites. Alors, actes antisémites non dévoilés, main courante, vue, lue, non vue. Voilà, c'est vrai que ça pose des questions, en tout cas au moins juridiques. Et vous souhaitiez réagir là-dessus, Alexandre Langlois? Bah oui, parce qu'en fait, une fois de plus, on est sur de la communication. C'est-à-dire que effectivement, c'est pas la Macronie veut transformer la réalité en parlant de chiffres. Comme dirait si bien Olivier Véran, les chiffres ne mentent pas. Bon, ce qui est faux, on peut manipuler les chiffres dans tous les sens, ils nous le prouvent tous les jours. Mais ce qui se passe pour les actes antisémites en France, les catégories de police, il n'y a pas acte antisémite à l'intérieur. Il y a acte raciste, agression sexuelle, agression raciste, agression religieuse, mais il n'y a pas cette catégorie spécifique agression antisémite. Ce qui veut dire que derrière, les chiffres très précis du ministère de l'Intérieur sont faux. Sont faux parce qu'on ne sait pas derrière ce qu'il y a. Et pour le savoir, en fait, ils sont obligés de comptabiliser des dépôts de plainte au fur et à mesure, donc à la main. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de comptabiliser les mains courantes, les dépôts de plainte, et c'est un travail très fastidieux. Il y en a qui seront sans doute oubliés, d'autres qui sont mal qualifiés. Le Canard enchaîné l'avait révélé la semaine passée en disant qu'il y avait par exemple une personne de confession juive qui a été victime d'un cambriolage, ça avait été classé comme acte antisémite avant que ce soit rétrogradé parce que finalement, non, c'était des cambrioleurs qui avaient attaqué tout le monde et c'était tombé sur une personne de confession juive. Donc en fait, on est sur charge de raccrocher tout et n'importe quoi pour faire gonfler les chiffres. Et on est un petit peu, comme j'allais dire, dans la période Covid où tout le monde mourait du Covid, même quelqu'un, comme l'avait dit Louis Fouché, qui s'était suicidé à l'hôpital de Marseille. Donc en fait, on est sur quelque chose où on veut faire gonfler l'opinion publique, mettre les choses, et finalement, c'est un mensonge. Parce que le problème n'est pas la réalité de certains faits, le problème est l'instrumentalisation politique par M. Darmanin et ses copains pour justement aller dans le sens de ce qu'ils veulent dire. Donc c'est ce que disait l'imam qui a été mis en difficulté. Finalement, ce qui ne remet pas en cause, c'est pas la réalité des faits. Enfin, en tous les cas, moi, c'est comme ça que je comprends. C'est le mensonge, une fois de plus, c'est la manipulation politique par M. Darmanin et ses amis. Ce qui veut dire que, et derrière, la défense d'Apolline de Malherbe, c'est le ministère de l'Intérieur l'a dit. Oui, il l'a dit, mais le ministère de l'Intérieur n'est plus fiable de nos jours, malheureusement. En fait, il faut avoir d'autres sources. Donc, il y a peut-être des moments où les chiffres étaient très fiables. Je me rappelle que les RG avaient été interdits de faire de la politique parce que leurs prévisions politiques étaient trop précises et trop fiables et en 95 interdits. Mais là, aujourd'hui, on est juste sur du n'importe quoi et du relais de propagande politique où on fait de la comptabilité et du bricolage tous les matins. Et en fait, on n'a pas de réalité, de cartographie en France des actes antisémitisme. Ça existe, oui, dans quelle proportion, on ne sait pas. C'est peut-être plus grave ou moins grave, on ne sait pas. Tout ça parce que le ministère ment. Voilà. Et derrière, ça n'engage pas à aller chercher plus loin. Et après, sur la deuxième partie, regardez des mains courantes. Effectivement, il n'y a plus que ça pour savoir à la réalité des actes antisémites, mais il y a le secret de procédure, le secret des données personnelles. Et qu'un député se dise, moi, j'ai tout violé, on m'a tout montré, il n'y a pas de problème, ça me choque, parce qu'il aurait pu dire, on me les a montrés, etc. J'aurais pas dû, voilà. Non, mais lui, il sait même pas que c'est interdit. Et c'est ces personnes qui font la loi. Donc, ça pose quand même certaines questions. Et ça pose aussi des questions sur des gens qui préfèrent déposer des mains courantes parce que justement, ils ne veulent pas de procédure, ils ne veulent rien derrière. C'est juste au cas où ils doivent revenir plus tard. C'est-à-dire que même les mains courantes qui sont des choses pour se protéger éventuellement à l'avenir et rester discret, là, il y a même plus de protection parce que n'importe qui peut y avoir accès selon ce député, ce qui est quand même dramatique. Oui, alors oui, allez-y, Régis. Moi, je voudrais faire 2-3 petites observations. La première, j'ai bien entendu ce que nous dit Alexandre, c'est fondamental. Hein. Je ne savais pas, moi, comment ça fonctionnait. Et donc, lorsqu'on en a discuté hier, et donc, dit non, c'est bidon. C'est au doigt mouillé, on ne sait pas. Et donc, là, il vient de nous le confirmer. Les journalistes, Madame Apolline de Malherbe, et après, le même imam est revenu devant les journalistes de BFM. Il a été traité de façon odieuse. Je pèse mes mots. On l'a interrompu. Elle lui a fait un procès d'intention. Il avait entièrement raison. J'en ai discuté autour de moi, y compris avec des gens qui sont plutôt islamophobes, en disant mais il avait raison. Il avait raison. Quand vous avancez quelque chose, faut le documenter. Hein, faut un minimum de transparence. Donc là, on balance un chiffre qui est peu crédible, voyons. On a eu 2-3 incidents. Il y a eu ceux qui chantaient dans le métro. Oui, c'est ça. Il y a eu un certain nombre de choses, mais c'est attendez. C'est ce que cite Apolline de Malherbe à la suite d'ailleurs quand elle dit mais vous voulez, moi je peux vous donner des accusations. D'ailleurs si vous voulez on peut l'écouter rapidement comme ça on saura de quoi on parle exactement. Écoutez rapidement. C'est des preuves en quelque sorte. Bah, vous dites ce chiffre, voilà. Et ben moi je vais vous donner les condamnations. Avignon, je ne vous donne que les condamnations, hein, pas juste les plaintes, les condamnations. Avignon, une femme condamnée à 5 mois de prison ferme après avoir craché sur la kippa d'un homme de confession juive. À Saint-Brieuc, un homme de 32 ans a été condamné à 1 an et demi de prison pour des propos et des actes antisémites. À Paris, une enquête a été ouverte après que le 1er novembre dernier, des chants antisémites aient été chantés dans le métro. Vous avez vu cette vidéo ? Oui.
c'est de l'antisémitisme. Oui, clairement, bien sûr. Donc là, c'est de l'antisémitisme. Ils méritent, ces jeunes-là, d'être... Bon, voilà, donc vous voyez, elle cite quelques exemples, moi, ça fait pas 1500. Non, mais attendez, Clément, c'est en cite 3. Moi, je conteste pas. Bien sûr qu'il y a une montée de l'antisémitisme d'origine musulmane. Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a un fond de religion pour chez certains. Il y a ce qui se passe au Moyen-Orient. Il faut arrêter de se raconter des histoires. Imaginez que c'est sans conséquence. Il y a l'importation du conflit chez nous, avec notre grand succès en matière d'immigration pour avoir la première communauté musulmane d'Europe. Hein. Mais la façon dont cet imam a été traité était totalement anormale. C'est-à-dire que on procède par affirmation. Puis je vais dire un petit mot du député, moi. Alors il n'est plus député, je précise. Hein. Désormais, il est conseiller LREM de Paris. Ah, pardon. Il était député. Donc, l'imam vient sur les plateaux, il se fait maltraiter. C'est double standard. Hein, dès que vous avez un responsable de la communauté juive qui vient, ça se passe très bien. Et tant mieux, d'ailleurs, il faut. Hein. Mais là, je veux dire, la façon dont quelqu'un qui avait une légitimité, une représentativité a été traité, comment voulez-vous que ce soit perçu dans la communauté musulmane? C'est catastrophique. J'ajoute que cette histoire de chiffres dont Alexandre nous a dit comment ils étaient élaborés, 1240 actes antisémites, je n'y crois pas une seconde. Pas une seconde. Et puis attendez, qu'est-ce que c'est qu'une main courante? On est arrivé à 1500 ce matin. Hein, 1500. Qu'est-ce que c'est qu'une main courante? Une main courante, c'est une déclaration unilatérale. Je viens, je veux dire, écoutez, mon voisin a pensé que j'étais juif et il m'a traité de sale juif. C'est uniquement ma déclaration. Mes voisins, ils dorment là, cette heure-ci. Hein, donc, il n'y a pas... Non, je dis qu'il y a un gonflement pour justifier tout ça est une opération politique. Quant à ce conseiller de Paris, mais enfin, qui vient justifier ça en disant qu'il a vu les mains courantes, ça n'est pas vrai, Alexandre. Hein, il n'y a pas eu une compilation des mains courantes et on ne les a pas données à un obscur conseiller de Paris pour qu'il puisse les lire et qu'il puisse aller ensuite sur les plateaux. Il a inventé. Et s'il n'est pas content, c'est le même prix. Hein. Non, mais faut arrêter d'être, je vais dire, ce manque de professionnalisme dont les journalistes qui se transforment en militants font preuve. Madame, moi, j'ai vu la séquence, hein, je l'ai vu, la séquence d'Apolline de Malherbe, c'était pas acceptable, enfin, voyons. Il est resté posé, etc. Elle l'a interrompu une vingtaine de fois. Il n'a pas pu finir une phrase. Et sur BFM, c'était pareil. Moi, je suis absolument choqué. La lutte contre l'antisémitisme est quelque chose de fondamental. C'est extrêmement important. Je pense qu'il y a aujourd'hui, je veux dire, de l'antisémitisme qui s'exprime compte tenu du contexte global. Bien sûr. Et il faut le combattre, mais pas de cette façon, voyons. Pas de cette façon. Bah, déjà, avec une précision, c'est qu'en plus la défense d'Apolline de Malherbe, mais ce qui est souvent intéressant en France, c'est qu'on cite les chiffres du ministère de l'Intérieur qui sont au doigt mouillé. Elle cite des condamnations judiciaires, et là on pourrait avoir des chiffres fermes, définitifs, mais malheureusement ils sont jamais cités. Et c'est assez intéressant parce que du coup, c'est ce qu'on avait vu nous pour la falsification des chiffres de la délinquance quand j'étais au syndicat avant, c'est que les chiffres de la justice n'étaient pas les mêmes et qu'on continuait de communiquer sur les chiffres du ministère de l'Intérieur qui sont des chiffres en cours, on n'a pas les résultats finaux. Et la défense d'Apolline de Malherbe, c'est des chiffres des condamnations donc du ministère de la Justice. Donc, ce qui serait intéressant, c'est qu'on sorte de ces chiffres au doigt mouillé et qu'on prenne des chiffres réels et sérieux pour qu'on ait une cartographie de la situation réelle. Ce qui n'est pas le cas, et ce qui veut dire qu'on est sur de la propagande politique. Ouais. Eh bien, en tout cas, c'est clair. Et merci à vous deux, parce qu'en effet, c'est très intéressant de remettre ces choses-là au point. Alors, il nous reste peu de temps et je voudrais quand même qu'on revienne. On avait beaucoup de choses à aborder, mais quand même sur la loi immigration. Le Sénat a adopté donc mardi dernier ce projet de loi immigration. Vous savez, qui était censé avoir un volet plutôt accompagnement des gens qui arrivent sur le sol, mais qui sont illégaux, mais qui peuvent être légalisés parce qu'ils travaillent dans des secteurs en tension. Puis un autre volet plutôt répression et expulsion. Enfin, c'est comme ça que ça nous était présenté. Voilà. Et on nous dit, cette loi a été sacrément, ce projet de loi a été sacrément durci, musclé, avec le passage au Sénat, où on rend les expulsions plus faciles, l'aide médicale moins facile, etc. Je pense que vous avez tous les deux un petit mot à dire là-dessus. On va commencer par Régis de Castelnau. Avant le début de l'émission, je discutais avec Alexandre, qui me donnait le nombre de lois
immigration depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, avec des résultats qui sont absolument catastrophiques. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ça n'a servi à rien. Alors on se fait plaisir, si vous voulez, on va voter un texte, il portera le nom de son rapporteur, il portera le nom du ministre qui l'a présenté, etc. C'est assez habituel. Moi, je ne ferai qu'une observation, c'est que j'ai vu la manifestation contre l'antisémitisme avec une banderole initiale. Tous les hommes politiques qui étaient derrière sont responsables de ce qui s'est produit, sont responsables de cette catastrophe de l'immigration. Je suis pas par principe opposé à l'immigration, simplement la façon dont elle s'est passée dans notre pays est simplement une catastrophe. Il n'y a pas que chez nous, hein. Et donc il y a eu toute une série de mesures qui n'ont pas été prises, il y a un encadrement qui n'a pas été pensé, hein. C'est ce que disait Bernard Brochant récemment, j'avais lu un article et puis une émission de radio, et effectivement, ils sont tous responsables, moyennant quoi c'était les pompiers ils jouaient les pompiers alors que c'est eux qui ont mis le feu, hein. On les avait, alors il y avait Sarkozy, il y avait Hollande, ils étaient tous là. Derrière cette banderole, c'était extrêmement choquant. Ouais. Alexandre Langlois. Bah, c'est que oui, voilà, on est rendu, ce sera la 30e depuis 1980, l'immigration. Donc, ça ne sert pas à grand chose. On est à 115 ou 117 depuis 1945. Donc, ils se font plaisir. 30e depuis quand, vous dites? 1980, ça va être la 30e. D'accord. Il y en a une c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron est plutôt dans le bas des statistiques avec 2 lois immigration, une tous les 5 ans, lui. Donc, il est en bas des stats. Voilà, mais avec des lois immigration qui sont juste, qui ne servent à rien parce qu'en fait, il y a des gens qui se font plaisir. On est sur du boulevard et en fait, c'est souvent les lois pénales. On n'a pas besoin de mettre d'argent derrière. On peut faire de la communication politique et après, personne vérifie leur application. C'est-à-dire que chaque parti est content, peut prendre ses positions en disant moi je pense ci, je pense ça, puis derrière, à partir de maintenant, ce sera comme d'habitude, parce qu'on va durcir ce qu'on veut. Mais il y a une hypocrisie en France, une sacrée hypocrisie. C'est nos amis néolibéraux qui dirigent ce pays ont besoin de l'immigration pour faire tourner plein de choses. On a pu le voir sur les chantiers des Jeux Olympiques. Ils ont besoin de clandestins, ils ont besoin de gens qui travaillent au noir, ils ont besoin de gens de la main-d'œuvre à bas prix. Et même, j'avais travaillé avec des gens qui travaillaient au contrôle de ces chantiers, qui m'ont dit, nous, sur les chantiers, par exemple, en dessous de 30% de travail au noir, on contrôle pas parce que c'est normal. Oui. C'est-à-dire que plutôt que de se dire on va changer la loi parce qu'il y a une situation qui qu'empêche les entrepreneurs pour... Oui, c'est ça. Au lieu de prendre le problème à la racine. Oui. Comment on fait que les entrepreneurs puissent s'en sortir en respectant les lois? On tolère les choses illégales. Oui. Même chose, on a toujours quelque chose, on dit on va lutter contre l'immigration clandestine. On a la circulaire Valls. J'ai des copains qui travaillent dans la police au service immigration, donc ils me disent c'est la plaie parce que ça veut dire que les gens sont régularisés au bout de 6 ans. Ils peuvent prouver qu'ils sont depuis 6 ans en France travailleurs sans papier. Il veut dire qu'on est en train de dire la France a créé une loi en disant si vous êtes dans l'illégalité pendant 6 ans, on vous régularise. Plutôt que de se dire voyons il y a des problèmes de tension, voyons comment on accompagne les gens, voyons comment on fait les choses, vous pouvez rester pas rester. Non, c'est qu'on est en train de se dire la France dans ses lois incite à l'illégalité. C'est quand même un drame. Et pendant ces 6 ans, ça veut dire que pour avoir eu des témoignages, les gens ne veulent pas témoigner contre leur patron parce que même c'est institutionnalisé. Ils disent moi je vais partir, j'aurai mes papiers, le prochain va arriver. Donc on est en train, la France est complice de traite humaine par ces lois sur l'immigration à l'heure actuelle. Autre chose également, on est toujours en train de nous parler de restrictions budgétaires. Je rappelle que chaque convoyé frontière, rapport du Sénat de 2009, coûte 20 970 €. Donc en fait, il y a aussi peut-être un tri. Attendez, redites. Rapport du Sénat, chaque reconduite frontière coûte 20 970 €. Rapport de 2009, donc je ne sais pas si ça a explosé depuis. Et le coût annuel à l'époque, c'était 415,2 millions d'euros. Donc, le rapport du Sénat. Donc, je pense que les chiffres ont depuis augmenté. Donc, ce qui veut dire derrière, c'est qu'en ne faisant pas le travail à l'entrée, ça coûte une fortune à la sortie. Bien sûr. C'est dingue. Voilà. Donc, en fait, il y a tout ça. Donc, en fait, on est en train c'est nos amis néolibéraux qui disent on est contre, mais il faut quand même que les gens passent pour avoir de la main-d'œuvre pas chère. La main-d'œuvre pas chère qui, en plus, rentre en concurrence avec de la main-d'œuvre qui pourrait être payée normalement, ce qui n'est pas possible. Et du coup, on paye le chômage ailleurs, en plus. On paye le chômage ailleurs. Non, mais moi, je veux dire, c'est qu'en fait, ces lois immigration, en fait, là, une fois de plus, c'est pour ça qu'on est en train de s'amuser à faire amuser les gens. Mais en fait, on n'est pas sur le fond du problème. L'autre chose, c'est que même pour les Jeux Olympiques, ce qu'on a pu voir, on a donné des leçons au Qatar, on fait exactement la même chose pour la construction de nos stades. Ça coûte une fortune à la sortie. Et avec tout ça, derrière, il y a monsieur Darmanin qui fait ses petits posts toutes les semaines ou tous les jours sur combien de reconduites frontières. C'est-à-dire qu'en fait, il est en train de se ridiculiser, en fait. À ce niveau d'incompétence et de médiocrité, il faut mieux se taire. Parce qu'il y a 2 solutions. Soit on dit rien et puis, on fait des choses et on agit, on fait en grand et à la fin de l'année, on dit voilà le résultat. Soit là, on a l'impression qu'on est en train de vider le bateau qui est en train de couler avec une petite cuillère.
Donc dans les deux cas, c'est satisfaisant pour personne. Pour les gens qui veulent quelque chose de plus dur, c'est ridicule. Et pour les gens qui se disent l'immigration, il faudrait qu'on la contrôle mieux, qu'on accepte mieux les gens, c'est ridicule aussi de se dire voilà, on a stigmatisé encore tant de gens. Et je rappelle quand même pour le niveau, la loi immigration avait été présentée par Monsieur Darmanin pour montrer le niveau de notre classe politique. On sera gentil avec les gentils et méchant avec les méchants. Exactement. Ouais. Donc je veux dire à partir de là, ça c'est quand même incroyable. Ouais. Non, mais donc je veux dire voilà, donc l'immigration, on est au niveau 0, on est en train de montrer des muscles en fait qui sont de la gonflette, on met un petit coup d'aiguille dedans, ça fait voilà. Tous les politiques sont en train de s'engouffrer dedans selon leur chapelle politique, mais derrière rien sera résolu. Il y a des solutions qu'on pourrait travailler pour que ce soit acceptable pour tout le monde et qu'on trouve des consensus. Là, on est en train de braquer tout le monde. Une fois de plus, vous êtes pour ou contre, plutôt se dire comment on travaille pour se dire comment on avance tous ensemble. Est-ce qu'on a besoin d'immigration? Dans quel point? Faisons un débat politique et pas un débat de Charlot à l'Assemblée nationale et au Sénat. Quoi. Ouais. Bon, vous avez dit beaucoup de choses, Alexandre Langlois. La parole à Régis de Castelnau. Rapidement, Monsieur Darmanin, c'est l'homme des statistiques. Hein. On a parlé des actes antisémites. Et alors actuellement, tous les jours, il nous dit aujourd'hui, on a viré 10 délinquants, hier 15 délinquants. Alors on ne sait pas de quoi il s'agit, on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas s'il y a eu des décisions qui ont été rendues, parce que pour qualifier quelqu'un de délinquant, il faut qu'il ait été condamné. Hein, et donc c'est n'importe quoi. On a ça, c'est concernant le ministre de l'Intérieur. Il y a une vraie dérive. Bon, le personnage, on n'est pas obligé de l'apprécier, mais il n'empêche quand même qu'à un poste extrêmement important, on a mis quelqu'un qui fait tout un tas de choses de façon, comment dire, j'ai du mal à trouver le mot, c'est assez irrationnel quelque part, et c'est anxiogène, je trouve, d'avoir quelqu'un qui opère de cette façon. C'est une communication ou deux par jour, fondée sur pas grand-chose, pour colmater par rapport à un incident. L'idée des statistiques concernant les actes antisémites est finalement profondément scandaleuse, parce qu'il y a d'abord ces chiffres lancés à la volée, sortis d'on ne sait où, et ensuite il y a l'attitude des médias du système qui viennent les approuver, et ceux qui osent les contester se font rabrouer. C'est une situation qui est profondément antidémocratique, hein. Et naturellement, le Parlement ne contrôle rien, c'est-à-dire que c'est le Parlement qui doit contrôler l'exécutif. Monsieur Darmanin n'est jamais mis véritablement en cause, alors que c'est lui qui devrait tenir la maison, en particulier sur les problèmes liés à l'immigration. D'abord, il y a la gestion du territoire, et ensuite, il y a la gestion des conséquences en matière d'ordre public. Hein, parce que pendant qu'il fait ses rodomontades, hein, on continue à tirer à la Kalachnikov à Nîmes, dans les quartiers marseillais qui ont été abandonnés. Hein, et c'est-à-dire que l'insécurité, y compris dans les centres-villes, est devenue critique. Et pendant ce temps-là, Monsieur Darmanin, lui, vient nous expliquer qu'il a calculé sur sa petite calculette le nombre d'actes antisémites. À propos de racisme antisémite, qui est une réalité, et spécialement dans cette période. Je rappelle quand même, parce que ça nous ramène aussi à l'immigration, ce que Arnaud Klarsfeld avait dit, sans que ça pose le moindre problème ou que l'Arcom ne fronce les sourcils. Hein, Klarsfeld, qui a été assez courageux sur l'Ukraine, eh bien, il a dit qu'il fallait faire attention aux travailleurs immigrés musulmans qui travaillent sur les chantiers, donc qui font le boulot dur, hein, le plus difficile, hein, parce qu'ils ont accès à des explosifs. Non mais attendez, il aurait dû y avoir une intervention le lendemain de l'Arcom. Il devrait y avoir une mise en demeure. Eh bien non, c'est passé crème. Hein, c'est-à-dire que le racisme, en ce moment, c'est surtout un des racismes qui est pointé, et malheureusement, avec un sentiment dans la communauté musulmane de double standard. Alors, attention, on l'avait vu au moment, et ça nous ramène au début de notre émission, au moment de l'affaire Naël, on avait vu le contraire. Hein, c'est-à-dire que l'horrible racisme anti-musulman avait été pointé, et surtout avec LFI bien sûr, en tête de gondole. En tête de gondole. Et aujourd'hui, ils sont englués dans leur gestion du conflit au Moyen-Orient, hein, et je pense qu'ils sont devenus en grande partie inaudibles.
Enfin, on verra quand tout ça sera retombé, ce qu'il en restera. Non, mais ce qui reste de tout ça, en effet, c'est que c'est pour ça qu'on est content de vous avoir le jeudi, c'est de pouvoir tenter de parler vrai, sincèrement, sans monter ni les uns ni les autres dans des bulles, dans des camps tout noirs ou tout blancs. Et la nuance aujourd'hui est tellement difficile à entendre que, voilà, on arrive forcément à des erreurs. Enfin, ils arrivent forcément à des erreurs de jugement et des erreurs plus graves que de jugement d'ailleurs. Alexandre Langlois, vous voulez dire un dernier mot avant qu'on ne conclue? Deux petites choses. Il y avait une chose, c'est qu'aujourd'hui, Darmanin et toute sa clique essayent de dire immigration et drame criminel, ce qui est pas forcément vrai. C'est vrai pour une partie, et là, faut le gérer, mais il y a d'autres choses, non. Mais en fait, c'est là quand il nous dit les gentils, les méchants, etc. Et l'autre chose, c'est une petite anecdote aussi, une fois de plus, sur les statistiques du ministère de l'Intérieur sur l'immigration. Le département de Mayotte est exclu des stats parce que sinon, il doublerait les stats. Alors que là-bas, en plus, ils sont vraiment dans la galère et c'est un peu le département oublié. Des gens qui ont fait le choix de devenir un département français, on les retire de tout parce que cacher ce département qui n'est pas conforme à nos attentes, plutôt que de mettre les moyens pour que les gens puissent vivre comme partout sur tout le territoire. Voilà. Oui, mais surtout qu'ils n'ont pas, on a reçu récemment une députée de Mayotte, ils n'ont pas accès à l'eau, en ce moment même pas accès à l'eau courante, ils sont dans des situations absolument dramatiques, donc vous faites bien de rappeler leurs difficultés. Merci beaucoup à vous deux, Régis de Castelnau, avocat à la Cour, auteur du blog Vue du droit et auteur de ce livre Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Merci à vous Alexandre Langlois, je vais citer votre dernier livre, Essayer la démocratie au bal masqué de la Macronie aux éditions Talma. À la semaine prochaine.